Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat. Le Sénat travaille actuellement sur la maladie de Lyme, cette maladie qui se transmet par les tiques et qui se développe en France et en Europe. Les sénateurs ont auditionné des professionnels de santé publique pour définir toutes les caractéristiques de cette maladie qui peut provoquer des problèmes neurologiques, cardiaques ou ophtalmologiques. Pour mieux connaître la maladie de Lyme, je vous invite à écouter cette audition. Nous démarrons ce matin, conformément au programme de travail défini par le bureau de la Commission des affaires sociales, un cycle de tables rondes consacré à la maladie de Lyme. Il n'est pas fréquent, monsieur le professeur, que notre commission se penche sur une maladie en particulier. Cas de figure qui doit rester, je vous le dis, exceptionnel. Il n'est en effet pas dans notre rôle de déterminer ce que doit être le diagnostic ou la prise en charge de telle ou telle maladie. Si le bureau a donné suite à cette demande, c'est avec l'objectif de comprendre comment se construit ce processus de prise en charge, comment se forge le consensus et comment il se diffuse auprès des médecins au bénéfice, évidemment, des patients. Le cas d'espèce est intéressant puisque pour la maladie de Lyme, le processus n'est pas totalement abouti. La conférence de consensus de 2006 avait dessiné un premier cadre diagnostique et thérapeutique de cette maladie considérée à l'époque comme émergente en France. Plus de 10 ans après, la population de tiques vectrices des souches de la Borrelia augmente et l'incidence de la maladie a progressé. Dans le même temps, la remise en question de la fiabilité des tests sérologiques et l'insuffisante sensibilisation des professionnels à la prise en charge de cette maladie complexe compliquent le diagnostic. S'ouvre alors un parcours de soins semé d'obstacles pour des patients dont l'infection n'a pas été détectée ou ne l'a été que tardivement. Face à un risque d'errance diagnostique et thérapeutique, les pouvoirs publics ont décidé de se mobiliser. Le gouvernement a lancé fin 2016 un plan national de prévention et de lutte contre la maladie de Lyme et la Haute Autorité de Santé a réuni un groupe de travail pluridisciplinaire avec l'objectif de réactualiser les lignes directrices du consensus de 2006. Publié en juin 2018, la recommandation de la bonne pratique de HAS propose un cadre de prise en charge diagnostique et thérapeutique rénové. Elle n'a cependant pas emporté le consensus de l'ensemble de la communauté médicale. Certaines questions, dont l'existence éventuelle d'une forme chronique de la maladie de Lyme et la durée pertinente des traitements antibiotiques, continuent de cristalliser les tensions. Madame Imbert. Merci, Monsieur le Président. Merci à toutes et à toutes pour vos interventions. Des questions. Alors, j'ai bien entendu tout à l'heure que la moitié des tiques étaient multi-infectées, que 3 espèces donnaient une pathologie humaine. Néanmoins, d'une manière globale, quelle est la proportion en France de tiques porteuses de souches responsables de la maladie de Lyme au sein de la population totale des tiques? Quelle est également la probabilité qu'une piqûre de tique donne lieu à des co-infections? La borréliose de Lyme est-elle l'infection la plus souvent transmise à l'homme par les tiques? Et quel est l'état des connaissances scientifiques sur d'éventuels autres modes de transmission de la maladie de Lyme? Peut-on aujourd'hui complètement écarter la transmission par d'autres vecteurs, par exemple des puces ou des thons, par transfusion sanguine, par une mère au fœtus ou encore par voie sexuelle? Et enfin, j'ai une question subsidiaire. Quelle est la spécificité du travail du CNR au regard du travail conduit par l'INRA? Je vous remercie. Merci. Monsieur Daudigny. Merci, Monsieur le Président. 3 questions. Je vais essayer d'être le plus concis possible. La première, le réchauffement et les hivers plus cléments expliquent-ils le développement et l'extension géographique des populations des tiques vecteurs de Lyme? De nouvelles espèces de tiques porteuses et de nouvelles souches de la borréliose peuvent-ils être introduites par des oiseaux migrateurs? Alors la deuxième question est relative à la bactérie, donc la Borrelia miyamotoi, découverte au Japon, que vous avez évoquée à plusieurs reprises. Et je fais écho à une audition devant l'Assemblée nationale du Québec d'une chercheuse canadienne qui a indiqué que cette bactérie se développait de façon exponentielle. Alors pensez-vous que cette nouvelle souche, donc qui se transmet chez les animaux de la mère aux petits, puisse présenter un vrai danger pour l'homme? Et troisième question, certains scientifiques considèrent qu'en deçà d'une morsure de 24 heures,
Le risque de transmission est nul ou négligeable. Est-il scientifiquement prouvé que le risque soit proportionnel au temps de contact de la tique sur la peau? Suffit-il de s'assurer d'avoir retiré une tique avant 24 heures pour ne pas être infecté? Merci. Madame Micouleau. Merci Monsieur le Président. Merci à vous tous pour votre présence donc à cette table ronde. On entend beaucoup de critiques au sujet des tests, notamment le test ELISA, qui serait donc inefficace. Des milliers de malades seraient donc négatifs lors de ces tests, alors qu'ils souffrent de symptômes qui pourraient être liés à une infection par les Borrelia. Qu'en est-il exactement? Et puis j'ai une deuxième question. J'ai bien entendu que les piqûres de tiques sont les vecteurs numéro 1 des maladies infectieuses. J'ai moi-même enlevé des tiques ce week-end sur le museau de mes chiens. Et je voulais savoir si les tiques qui provoquent la pyroplasmose sont les mêmes qui provoquent la maladie de Lyme. Merci. Comme il y a eu beaucoup de questions, je vous laisse répondre à tout cela. Après, il restera encore 5 sénateurs. Qui commence? L'agence? Je vais peut-être juste répondre à la dernière question de Mme Luano. France. Sur la situation dans les pays scandinaves, alors ce qui est certain sur l'évolution, enfin ce qui est montré pour le moment dans les publications scientifiques sur l'évolution de la borréliose de Lyme sur le plan géographique, c'est qu'en fait les pays dans lesquels on note une évolution qui est documentée, c'est justement les pays scandinaves, avec effectivement la présence de cas de borréliose de Lyme de plus en plus au nord. En fait, ça remonte le long des latitudes. Également, sur le continent américain, on note la même chose. Après, sur l'évolution des densités de tiques, ça, je vais pas m'avancer là-dessus. J'ai cru comprendre que c'était plutôt stable ces dernières années en France sur les sites qui sont surveillés par le CNR. Néanmoins, voilà, sur l'évolution, les seules évolutions documentées pour le moment, ce sont ces augmentations vers le nord et liées au climat. Ce qu'on peut dire en France, en tout cas, c'est que le bassin méditerranéen, qui bénéficie d'un climat plus chaud et un peu plus sec, dans le bassin méditerranéen, on note beaucoup moins de cas de borréliose de Lyme que dans le reste de la France. Qui prend le relais? Allez, Linra. Alors, pour la première question que Madame Humbert, je crois, a posée, c'est voilà. Alors. La proportion de tiques infectées de manière globale, en fait, j'ai pas l'information, mais à la limite, on pourrait la trouver, et voilà. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas si cette information-là a beaucoup de sens. Par exemple, on fait actuellement une étude en forêt de Sénart, où tous les mois, on va récolter des tiques, et ça on l'a fait pendant 5 ans, donc on a vraiment un recul par rapport à ça. Tous les mois, on récolte des tiques, et tous les mois, on regarde donc les agents pathogènes qui sont véhiculés par ces tiques. Et d'un mois à l'autre, ça change, ça évolue, et d'un mois à l'autre, et d'une année à l'autre aussi, et ça sur exactement les mêmes sites. Si vous regardez un site, je ne sais pas, dans une forêt à Clermont-Ferrand, où on fait également cette même analyse, c'est des données différentes. Donc vraiment, c'est très variable. Ça varie en fonction des animaux qui sont présents, de la végétation, du climat effectivement. Donc voilà, c'est... Pour vous dire que si on vous donnait je ne sais pas ce que ça signifierait, vraiment ça dépend des sites, et je pense que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. La probabilité qu'une tique qui transmettrait un agent pathogène en transmette plusieurs, en fait ça on ne sait pas pour l'instant. En tout cas, oui, moi j'ai pas de données là-dessus, mais justement les données qu'on va acquérir dans le cadre du projet OTIC, où on va avoir les tiques, les personnes infectées, et on va voir ce qu'il y a dans les tiques, ce qu'on retrouve chez les personnes infectées, on pourra avoir ce genre d'informations. La transmission par d'autres vecteurs, pour l'instant, on ne connaît que Ixodes ricinus, en tout cas en Europe, qui transmet Borrelia.
et certaines espèces de Borrelia, mais en fonction des autres pathogènes, c'est pas toujours cette espèce de tique, ça dépend. Est-ce qu'il y a d'autres vecteurs qui pourraient transmettre? Eh bien ça nécessiterait des études, parce que c'est pas parce qu'on détecte un microbe dans un vecteur que ce vecteur-là va forcément le transmettre, parce que ça nécessite des mécanismes extrêmement compliqués, ça nécessite que le vecteur en question, que l'arthropode soit capable de transmettre. Donc pour répondre, il faut investiguer plus. Sur le réchauffement, est-ce que ça explique en partie, mais ça n'explique pas tout. Et il y a effectivement, comme l'a dit Monsieur Boirault, il y a notamment le fait qu'il y ait de plus en plus de surfaces forestières en France et en Europe de manière générale. Et donc c'est l'habitat naturel des tiques. Donc plus il va y avoir de forêts, et bien plus il va y avoir de tiques. Idem, plus il y a de cervidés, d'animaux dans nos forêts qui servent de garde à manger pour les tiques, et bien plus il va y avoir de tiques. Donc tout ça est combiné et on peut pas voilà, dire c'est juste le réchauffement ou c'est voilà. Pour Miyamoto, peut-être je laisserai répondre Monsieur Jola qui est plus spécialiste que moi. Et le risque de 24 heures, effectivement, on a montré, il y a eu beaucoup de données qui ont montré que le risque de transmission augmente avec la durée d'attachement de la tique. Donc plus la tique est attachée, plus le risque est important. Mais on sait aussi que le risque n'est pas nul avant 24 heures et qu'il y a toujours un risque. Le risque n'est pas nul. Mais plus on attend, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut, après une balade en forêt, après une balade dans la nature, s'inspecter et retirer la tique le plus tôt possible, parce que dans ce cas-là, le risque diminue. Le risque n'est pas nul, mais il diminue. Voilà. Ah oui, peut-être juste, mais ça je vais laisser répondre Pascal sur la pyroplasmose. Il était prêt à le faire. Hein. Voilà, donc je lui laisse. Merci. Oui, effectivement, ce sont les mêmes espèces peuvent véhiculer. Et je vais essayer de répondre en même temps sur la partie réchauffement climatique. Le laboratoire a surveillé pendant 35 ans exactement la pyroplasmose équine, qui est très proche de la pyroplasmose canine, sauf que ça touche une espèce effectivement de majeure au sens équestre et au niveau compétition sportive aussi, et qui peut être handicapée par cet agent pathogène transmis par les tiques. Avant les années 85, il n'y avait pas de pyroplasmose au nord de la Loire chez les chevaux. Après 85, ça a largement débordé et effectivement le bassin normand est atteint, donc qui est notre bassin principal en matière de pathologie équine. Donc c'est une maladie majeure, effectivement, équine, qui est transmise par les tiques, les mêmes qui peuvent transmettre d'autres agents pathogènes, comme je vous l'avais dit, agents zoonotiques passant des vertébrés à l'homme, effectivement ce sont les mêmes. Juste un petit point concernant le réchauffement climatique, c'est une question qui est complexe effectivement, parce que et les véhicules en même temps sont complexes parce que tout est lié. C'est-à-dire que le réchauffement climatique va induire un impact sur ce qui ne bouge pas, c'est-à-dire les végétaux, et donc on va avoir un impact sur la forêt, parce que la forêt ne va pas pouvoir bouger en fonction du climat. Par contre, elle va changer, et elle peut devenir plus propice à héberger des cervidés. C'est le cas dans un certain nombre de régions en France. Et donc, la population de cervidés est à prendre en compte, parce que c'est un véhicule, j'insiste là-dessus. Je cite une petite histoire. On avait reçu des cervidés de l'empereur du Japon au début du siècle dernier. Ils avaient été mis dans un parc dans l'est de la France. Ils hébergeaient un parasite japonais. Et bien ce parasite japonais, on le retrouve aujourd'hui à l'ouest de la France. Comme quoi les cervidés bougent. Et ils bougent avec les tiques. Donc ça montre effectivement, les oiseaux peuvent bouger, bien sûr, ils peuvent véhiculer des tiques aussi, mais les cervidés, on a malheureusement, compte tenu de la densité incroyable, je pèse le mot incroyable, par rapport aux années 70, c'était multiplié quasiment par 10. Donc on a une densité de véhicules qui est excessivement importante et qui propage effectivement les tiques et qui est favorable effectivement à l'amplification locale. D'où la difficulté de répondre de façon formelle. Effectivement, c'est le climat, c'est global. Merci. Le président du club chasse vient de partir, c'est dommage. Je vous laisse la parole, M. Jolac. Oui, avant de répondre à certaines des questions, je n'ai pas forcément tout noté. Je voudrais juste ajouter sur ce que vient de dire M. Boirault qu'on a constaté pour notre part que la nature du sol influait.
sur l'augmentation des populations. Pourquoi? Eh bien parce que selon la nature du sol, on va avoir une désagrégation plus ou moins importante des feuilles sur le sol et donc créer plus ou moins une humidité et des conditions qui permettent la survie des tiques. Donc c'est vraiment quelque chose de complexe. Il n'y a pas que la température, l'humidité, il y a beaucoup de choses qui vont jouer et bien sûr les populations d'animaux dont on vient de parler. Alors j'ai essayé de noter les questions, à plusieurs qui ont été posées. Concernant le Borrelia miyamotoi, je ne les prends pas forcément dans l'ordre, qui se développe au Canada et effectivement qui a été décrite aux États-Unis et dans certains pays d'Europe. C'est la raison pour laquelle il est important de surveiller ce qu'il en est. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un pathogène qui est responsable d'un autre type de manifestation clinique. Ça ne ressemble pas à la maladie de Lyme parce que ça fait partie de ce qu'on appelle les agents de fièvre récurrente. Et à côté de ces cas de fièvre récurrente qui ont été décrits notamment en Russie, il a été décrit de façon encore ponctuelle, on va dire, des cas d'atteinte neurologique sévère chez des patients profondément immunodéprimés. Donc c'est la raison pour laquelle le CNR surveille cela chez tous les patients qui présentent une fièvre après piqûre de tique et parallèlement dans le vecteur des régions dans lesquelles ces gens sont atteints. C'est tout l'intérêt de c'est un des intérêts de notre travail, c'est de corréler ce qui se passe dans la tique avec ce qui se passe dans le patient dont on sait dans quelle zone géographique il a été piqué. Et concernant Borrelia miyamotoi, donc entre 0 et 2%, une moyenne de 1, et quelques % de positifs. Pour l'instant, sur 575 patients présentant une fièvre après piqûre de tique, on n'a trouvé aucun patient qui présente une fièvre, une origine de Borrelia miyamotoi pour cette fièvre. À nouveau, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il faut continuer à être vigilant, qu'il faut continuer à le chercher. Voilà. Si j'ai répondu à votre question. Pour la transmission par d'autres vecteurs ou par le fœtus, je laisserai peut-être Céline Cazorla répondre, puisque c'est un travail qui a été fait par le HCSP. Donc comme je vous l'avais dit, on s'est penché sur la question à 2 reprises, notamment pour les produits sanguins. Alors, en ce qui concerne la transmission de la mère à l'enfant, effectivement, donc ça, c'était pour un sujet un peu délicat, puisqu'en fait, donc chez les animaux, on voit bien qu'il y a une répercussion, et donc on pense que chez l'homme, il y avait une possible transmission avec un effet délétère, notamment. Les premières études remontent à avant 90. On ne peut pas dire que ça soit vraiment des études, c'était sur des cas. Et je vous rappelle que Borrelia a été découverte à la fin des années 70 et qu'on commençait à parler de la maladie, on va dire, à individualiser tous les symptômes que ça pouvait donner, puisqu'en fait, a posteriori, c'est une maladie qui est connue depuis la fin du 19e au 20e, mais on n'arrivait pas à dire que c'était la même chose, en fait. Une maladie assez complexe, qui se rapproche beaucoup aussi de la syphilis, mais ça ne vous parlera pas trop non plus, mais pour les médecins, c'est aussi une maladie assez complexe. Au niveau des symptômes. Et alors donc, à la fin des années 80, il avait été montré la présence de Borrelia dans des fœtus qui avaient notamment qui avait une malformation cardiaque. Donc la maman avait été infectée de façon certaine par une Borrelia. Et on a pensé qu'il y avait une transmission materno-fétale avec en plus une répercussion sur le fœtus ou peut-être même des avortements. Enfin bon. Alors on a retrouvé sur quelques cas de la Borrelia sur certains tissus des fœtus. Cependant,
c'est un peu compliqué pour dire, c'est pas parce qu'on retrouve une bactérie ou un agent dans un tissu qu'il est forcément responsable de ce qui est arrivé à l'être vivant. Il faut d'autres choses, il faut qu'il y ait des signes d'infection, il faut, voilà. On peut très bien retrouver d'autres agents bactériens chez le fœtus, et lequel est responsable de la pathologie, c'est difficile. Après, il y a eu des études séroépidémiologiques, notamment aux États-Unis, où ils ont regardé dans les régions de forte infestation par la Borrelia s'il y avait plus de malformations cardiaques, ou plus d'avortements, ou plus de problèmes de fœtopathie. Et dans leur registre, ils n'ont pas trouvé de lien ou d'incidence plus importante dans ces régions qui sont plus infestées par la Borrelia. Ce qui fait que on est un peu dans l'incertitude. On dit quand même que, comme toujours, on a toujours le gros principe de précaution autour de la femme enceinte. Une femme enceinte, ce qui est certain, c'est qu'une femme enceinte qui présente une maladie de Lyme doit être traitée convenablement. Voilà. La seule fois où il y a eu une transmission avec un lien à l'enfant a priori avéré qui a fait une Borrelia, c'était une femme enceinte qui n'avait pas été traitée à la fin de la grossesse. Voilà. Ensuite, concernant la transmission au niveau du lait, on a absolument le lait maternel, bien sûr, on n'a rien retrouvé. Concernant les produits sanguins, alors là, c'est toujours un souci. Là aussi, il faut comprendre que sur ce qui avait été, alors la plus lointaine publication remonte avec les Borrelia responsables de fièvre récurrente, et ça aurait été, alors je crois que c'était en Afrique à l'époque, un sang donné d'un patient directement à un autre comme ça, enfin bon, un truc. Alors la validité de cette publication qui remonte, voilà, hein, et dans des conditions un peu limites, on n'en sait rien. En plus, voilà. À l'époque, on n'avait pas du tout les mêmes moyens diagnostiques, donc voilà, on peut mettre ça de côté. En revanche, donc là, tous les établissements de transfusion se penchent régulièrement sur la question, et Dieu sait s'ils sont très précautionneux depuis 1985. Donc, jusqu'à présent, il faut, alors, de toute façon, à l'interrogatoire des donneurs, on leur demande toujours s'ils se sont fait piquer par une tique. Et par précaution, ils sont refusés. S'ils se sont fait piquer par une tique dans le mois précédent. S'ils ont eu un diagnostic de Borrelia ou un érythème migrant, là aussi, ils ne sont pas pris, donc ils sont exclus. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment démontré in vivo, on n'a pas de cas de transfusion avérée, prouvée, après une transfusion sanguine en France et même ailleurs. Hein. Voilà. Alors tous les travaux sont faits chez l'animal. Et il faut comprendre aussi que l'animal, c'est la souris, et comme on vous a dit, alors bon, certes, il y a les cerfs, mais la tique aime beaucoup les rongeurs aussi. Donc la souris est un rongeur qui est très propice pour les tiques. Peut-être qu'elle est plus, c'est un hôte favorisant peut-être la Borrelia, puisque elle est bien aimée par les tiques. Ensuite, souvent, dans le monde de l'expérience, ce sont souvent des souris qui sont un peu trafiquées, entre guillemets, hein, qui sont faites pour qu'on les étudie, et que quand on leur inocule une bactérie, on est sûr que ça va marcher, que la bactérie, vous voyez. Voilà, donc le parallèle avec l'homme est un peu, c'est des souris, c'est des souris très immunodéprimées en fait. Elles sont faites pour qu'elles soient, voilà. Enfin, je dis pas de bêtises, hein, Muriel, c'est comme ça. Et
enfin, je simplifie un peu. Sinon aussi, vous avez, en ce qui concerne les produits sanguins chez l'animal, ils ont été étudiés avec, il y a pas du tout les moyens de conservation et de protection qu'on utilise pour nos produits sanguins. Nous, nos produits sanguins sont traités, sont conservés d'une certaine façon pendant un certain temps avant d'être donnés à la personne malade. Donc il y a ça, ce qui fait qu'il faut toujours mettre quand même des bémols aux résultats des études chez l'animal. La dernière fois qu'on nous a sollicité pour réactualiser notre avis sur la transmission sur les produits sanguins, c'était parce que avec Miyamoto, justement, il y avait une étude chez la souris, toujours pareil, mais là ils avaient traité les produits sanguins qu'ils avaient inoculés à peu près de la même façon. Il y avait juste un certain type de produits sanguins qui n'étaient pas étudiés, comme nous, mais à peu près de la même façon qu'on le fait chez l'homme. Voilà. Mais encore une fois, pour l'instant c'est chez la souris. On n'a pas pu à l'heure actuelle montrer une transmission à l'homme, et peut-être parce que justement les établissements de transfusion opèrent un tri très important avec un interrogatoire très sélectif. Voilà. Merci, Monsieur Chassaing. Merci. Mesdames, Messieurs, pour toutes ces explications. Donc j'ai compris avec le document de l'INRA pourquoi dans l'ex-région Limousin il y a beaucoup de tiques, parce que c'est très boisé, il y a beaucoup de cervidés. Bon, lorsqu'il y a un érythème migrant, une rougeur, on voit une tique, donc là il n'y a pas de problème, on fait un traitement. Mais lorsqu'on arrive à la phase secondaire, où quelquefois on demande à un infectiologue et à un rhumatologue qui ont des avis complètement divergents, faut traiter, faut pas traiter. Donc la question que je me pose, quelle est la fiabilité des tests diagnostiques, Westenbord et ELISA, ou d'autres, et ne faut-il pas être large à partir du moment où on a quand même des difficultés, d'abord pour savoir si la personne est infectée, puisque des fois il peut ne pas y avoir d'érythème. Est-ce qu'il ne faut pas être large dans la prescription d'antibiotiques, notamment par exemple chez la femme enceinte, ça vient d'être abordé tout à l'heure. Merci bien, Madame Gréaume, en vous rappelant tous qu'on est dans une table ronde épidémiologie et biologie, et que la table ronde suivante sera la table ronde sur le dépistage. Merci Monsieur le Président, merci à toutes les personnes qui nous ont donné des explications concernant cette maladie. Alors excusez-moi si peut-être justement je peux être à cheval par rapport à l'audition qui va se dérouler. Ça va faire Monsieur Boiron, à cheval. Mais, sur l'audition après, mais parfois ça se regroupe, donc je vais quand même poser mes questions, mais si vous ne pouvez pas y répondre, il n'y a aucun problème, je les reposerai tout à l'heure. Donc, je voudrais savoir, moi, quelles sont les conséquences quand la maladie n'est pas traitée, car on parle souvent de paralysie et de démence. Et la deuxième question, il semblerait que le Collège national des généralistes enseignants a conseillé à tous les médecins de ne pas tenir compte des recommandations officielles dans le traitement de la maladie de Lyme. Pourriez-vous me donner quelques explications à cette décision? Merci. Merci bien, Monsieur Amiel. Oui, deux questions, mais la première, Monsieur Jolac a répondu en partie. Les facteurs de gravité des formes disséminées, vous avez parlé de l'immunodéficience. Y en a-t-il d'autres en fonction de tel ou tel type de borréliose ou d'autres facteurs épidémiologiques? Et la deuxième question, qui concerne plus spécialement ma région, est-ce que dans le Midi méditerranéen, qu'en est-il de l'incidence de la maladie de Lyme? Je vous avoue avoir vu dans mon exercice quelques cas de rickettsiose, de fièvre boutonneuse méditerranéenne, donc je n'ai jamais vu de maladie de Lyme, à moins bien évidemment d'être passé à côté.
C'était dans les Bouches-du-Rhône, alors. Madame Cohen, pour terminer. Oui, merci Monsieur le Président. À mon tour de remercier les participantes et les participants à cette table ronde, parce qu'effectivement, ça nous éclaire quand même, parce que comme l'a dit notre collègue Elisabeth Doineau, on est quand même pas mal sollicité dans nos départements et on ne se sent pas toujours bien armé entre guillemets pour pouvoir répondre. Donc c'est une question, les questions que vous avez abordées vont nous aider. Moi, j'aimerais quand même peut-être avoir votre avis. Il y a deux collègues qui ont un peu posé ces questions, c'est Brigitte Micoulot et puis un autre collègue, je me souviens plus qui. Si je sais que c'est aussi Madame Jasmin qui a posé la question sur la pertinence des tests. Enfin, vous nous avez montré, vous, que vous êtes vraiment très pointu, évidemment, dans la recherche, etc. Donc, vous devez avoir une analyse, justement, de cette fiabilité des tests, parce que c'est quand même essentiel pour recenser la maladie et c'est quelque chose qui revient notamment quand on est sollicité par les associations de patients, enfin de personnes atteintes de cette maladie qui nous interrogent beaucoup. Et du coup, est-ce que vous pouvez aussi éclairer sur le fait des mesures de prévention à prendre, parce que bon, une fois qu'on a cet état des lieux, il ne s'agit pas de ne plus jamais se promener en forêt ou de ne pas aller dans les jardins. Donc vous devez avoir quand même quelques idées qui peuvent aussi nous éclairer. Je vous remercie. Voilà, la liste est terminée. Je vous laisse le soin de répondre, chacun à votre tour. Je vais essayer de répondre à certaines. Concernant l'éthique sénégalaise, effectivement, c'est un point qui est important à expliquer, puisqu'en fait, il s'agit d'une autre espèce de tique qui s'appelle ornithodore, et non pas Ixodes ricinus, qui est une tique molle versus une tique dure. On rentre dans quelque chose de un peu très spécifique, mais pour vous dire qu'en fait, ça ne transmet pas les borrélias agents de la maladie de Lyme. On voit dans le cadre des patients ou soit pour leur activité professionnelle, soit pour leur activité de loisirs qui reviennent du Sénégal, d'où sont originaires ces tiques. Leur habitat est différent, leur mode de vie est différent, mais peu importe, elles transmettent vraiment ce qu'on appelle les fièvres récurrentes. Donc, pour moi, le problème, et vous avez raison, est important, c'est de sensibiliser les médecins au fait que une tique n'est pas égale à une autre, qu'une borrelia n'est pas égale à une autre, que la pathologie peut être différente et que donc il faut penser à rechercher d'autres choses et pas juste se focaliser sur faire une sérologie borrelia qui évoque le fait que ça couvrirait toutes les borrelias mais qui ne couvre pas du tout les borrelias agents de fièvre récurrente, d'autant que pour ces pathologies-là, pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer, il n'existe pas de tests sérologiques, il faut passer sur les tests de biologie moléculaire et rechercher dans le sang, ce qui par contre ne va pas avoir d'intérêt pour la borréliose de Lyme. Donc il est clair que là, on est dans quelque chose d'un petit peu complexe et c'est l'importance de faire circuler l'information. J'espère avoir répondu à cette première question. Pour la question que vous posiez, Monsieur Amiel, concernant dans le Midi méditerranéen, je pense que Santé publique France sera plus à même de répondre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de fièvre boutonneuse méditerranéenne que de borréliose de Lyme, principalement de la part des CHU du pourtour méditerranéen qui travaillent avec nous. Je dirais qu'au moins la moitié des cas sont des Méditerranéens qui sont venus en vacances dans le nord de la France ou dans l'ouest, mais néanmoins, j'ai ramené, entre guillemets, de vacances en Corse, une tique qui était du genre Ixodes et qui portait borrelia. Donc le risque n'est pas inexistant. Ensuite, donc les mesures de prévention, je laisserai tout à l'heure en parler. Madame Cohen a parlé pour l'érythème migrant, le fait de ne pas faire de sérologie. C'est un point sur lequel je voudrais insister, qui permet de pouler cela avec les questions qui sont faites sur la pertinence des tests. Je voudrais rappeler épidémiologiquement que 85% au moins des manifestations cliniques dans toute l'Europe liées à borrelia sont des érythèmes migrants et qu'il a été bien démontré par toutes sortes d'études que l'érythème migrant étant une infection locale,
au niveau cutané, la réponse immunitaire était mauvaise et donc on ne doit pas se baser sur une sérologie pour faire le diagnostic d'érythème migrant, avec le risque de manquer ce diagnostic à cette étape-là. Si je continue sur la fiabilité, la pertinence des tests, dans le cas des neuroborrélioses, les recommandations françaises mais aussi européennes depuis plus d'une dizaine d'années, c'est de dire qu'au début des neuroborrélioses, il est important d'envisager avec le patient la possibilité de faire une ponction lombaire, même si c'est un geste invasif, car elle va apporter beaucoup d'informations sur un plan biologique qui permettront d'étayer le diagnostic. Bien sûr, ce n'est pas une obligation. Si le patient le refuse, on pourrait évoquer le fait de dire « Ok, je fais un traitement de précaution, un traitement large », mais cet examen a l'avantage d'apporter beaucoup d'informations qui permettent de poser un diagnostic de certitude qui est important quand par la suite le patient ne répond pas au traitement pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Il a été question, je ne me rappelle plus qui, des recommandations. Je pense que le mieux, ça serait que mon collègue infectiologue, le professeur Christian Rabot, qui sera présent tout à l'heure, réponde à cette question. Qu'est-ce que j'ai oublié? Et de même, je pense qu'il est plus de la logique que ce soit les cliniciens qui répondent aux conséquences sur la maladie non traitée. Et est-ce que j'ai tout balayé? Oui, il y avait la question sur l'épidémiologie dans le sud-est et sur les mesures de prévention. Donc en termes d'épidémiologie, je vais confirmer ce que vous avez pu voir dans votre région. Donc la région Midi-Pyrénées, ça fait partie des régions de basse incidence. Donc du coup, c'est pareil, tout se corrobore avec du coup un climat moins favorable aux tiques. Donc du coup, dans les climats méditerranéens, on observe des estimations d'incidence plus basses. Après, en termes de mesures de prévention, du coup, je vais laisser ma collègue vous préciser. Je vais répondre sur les mesures de prévention d'abord, pour rester dans l'ordre. Donc, pour les mesures de prévention qui existent contre la borréliose de Lyme, et on pourra être plusieurs à répondre, il y a d'abord la prévention individuelle, là qui est basée sur différents principes. On aime bien parler de prévention primaire, secondaire, tertiaire dans le champ médical. Pour la prévention primaire, donc c'est la prévention avant la piqûre de tique. Elle repose sur différentes choses, sur des mesures de protection mécanique qui sont le port de vêtements longs, donc le pantalon long, les manches longues, le port de vêtements clairs aussi pour mieux repérer éventuellement les tiques qui pourraient se balader et qui seraient visibles à l'œil nu. Le pantalon dans les chaussettes aussi est souvent recommandé, ou le port de guêtres. Chez l'enfant, c'est bien de proposer un chapeau ou une casquette, parce que les jeunes enfants en fait ont la taille parfaite pour passer à côté de la végétation haute, donc les hautes herbes dans lesquelles les tiques peuvent être présentes. Pour rappel, les tiques ne tombent pas des arbres, mais ça, je pense que vous pourrez en reparler. Les tiques ne tombent pas des arbres, donc c'est pas dans ces moments-là qu'on risque. Enfin, voilà, c'est pas le risque principal. Ça, c'est la prévention primaire. Il existe aussi des mesures de protection chimique, donc les répulsifs cutanés ou l'imprégnation des vêtements. Donc pour les répulsifs cutanés, peut-être, il y a un travail à l'ANSES qui est fait, donc Monsieur Boireau pourra peut-être vous donner des précisions si vous le souhaitez. Ensuite, vous avez donc dans la prévention primaire l'inspection au retour d'exposition, donc notamment les balades en forêt, entre autres. Donc l'inspection corporelle, donc ça veut dire inspecter vraiment tout son corps, sachant que les tiques aiment bien se mettre dans les plis, dans les zones humides. Il faut aussi rechercher le cuir chevelu, le dos, donc les zones qui ne sont pas accessibles. Si on peut essayer de se faire aider par quelqu'un. Donc ça, c'est l'inspection corporelle. Il faut essayer peut-être aussi de la répéter, parce que les tiques qui seraient petites, qui seraient au stade les plus petits, lorsqu'elles se gorgent de sang, peuvent devenir un peu plus visibles. Donc c'est bien de le répéter 24 à 48
48 heures après si la première inspection n'a rien donné. Voilà pour les mesures de prévention primaire. Pour les mesures de prévention secondaire, donc si on observe qu'on a été piqué par une tique, là c'est comme on disait tout à l'heure, le retrait de la tique le plus rapidement possible qui fera réduire au maximum le risque de transmission d'un agent pathogène. Pour les retirer, il y a plusieurs outils. Il y a le tire-tique qui est l'outil on va dire le plus recommandé, qui est, voilà, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est les crochets à tique en fait. Voilà, l'utilisation c'est de faire tourner le crochet jusqu'à ce que la tique se détache, ou bien si on n'a pas de tire-tique, de crochet à tique à disposition, d'utiliser une pince fine ou une pince à épiler. Voilà. Après, il faut bien sûr, après avoir retiré la tique, désinfecter la peau, se laver les mains et voilà. Après, on dit souvent que c'est très embêtant de laisser une partie de la tique sous la peau. Or, enfin, il n'a pas été montré d'augmentation de risque si on laisse les pièces piqueuses, mais ça peut-être que mes collègues entomologistes pourront mieux répondre. Les pièces piqueuses, les agents pathogènes n'étant pas dans les pièces piqueuses, mais dans les glandes salivaires qui sont dans le corps. Donc il n'y a pas de risque, plus de risque de transmission d'agents. Après, il faut bien sûr désinfecter et éviter la surinfection dans ces cas-là. Ça c'était pour la protection individuelle, et puis pour les protections collectives, là c'est pareil, c'est pas de notre ressort, mais je pense qu'il y a des mesures de lutte antivectorielle qui sont possibles, et puis bien sûr l'information des populations. Santé publique France a développé des outils d'information, notamment des posters, des affiches qui peuvent être mises en bordure de forêt. Également des dépliants à destination des adultes et des enfants aussi, un dépliant spécifique pour les enfants. Il y a un site internet qui s'appelle Repères pour votre pratique qui est développé par Santé publique France également, qui donne des conseils sur la prise en charge pour les médecins qui seraient face à des borrélioses de Lyme ou des piqûres de tiques. Voilà, je crois que j'ai fait après le tour. Santé publique France a également développé des outils audio, donc des spots audio qui ont été diffusés également en 2016. Voilà, et donc ces dépliants sont distribués tous les ans, chaque année, donc un petit peu avant la saison des tiques, c'est-à-dire avant le printemps. Une information est faite aux personnes qui pourraient être intéressées, donc avec une liste de diffusion assez large, et les dépliants sont distribués à la demande aux professionnels de santé, aux mairies, également aux associations de patients, dans des écoles, dans les lycées agricoles, etc. Voilà. Juste une petite précision tout à l'heure, parce qu'il y a eu une question sur les missions, excusez-moi, INRA et CNR, je crois que c'était Madame Nicolet, il me semble. Juste pour préciser que le CNR, il est mandaté par Santé publique France. Les CNR en général, donc les centres nationaux de référence, sont mandatés par Santé publique France pour une durée de 5 ans, avec des missions bien précises. Donc essentiellement sur la santé humaine, évidemment, donc qui sont les missions de surveillance, et notamment pour le CNR Borrelia, de surveillance des souches pathogènes et des souches de Borrelia qui sont retrouvées chez l'homme. Également une mission d'alerte en cas de détection d'un phénomène inhabituel ou grave qui pourrait être détecté en France, également chez l'homme. Il a également une mission importante de recherche et d'évaluation des tests diagnostiques. Donc ça, c'est fait très régulièrement également par le CNR tout au long de sa mission. Et puis le CNR également participe à la surveillance vectorielle, comme il vous a expliqué tout à l'heure, comme Benoît Jolac vous a expliqué tout à l'heure, voilà, sur la surveillance de sites très localisés, et puis dans la recherche sur les vecteurs. Voilà. Monsieur Daudigny. Merci, Monsieur le Président. Alors, beaucoup d'informations ont déjà été données sur les tests ELISA. J'ai beaucoup appris ce matin. Donc, une question d'ordre statistique. Est-ce que vous pourriez rappeler l'évolution du nombre des tests ELISA et Western Blot, donc WB, en France au cours des 5 dernières années, et quel est le coût respectif de ces tests? Il vient d'être rappelé que le test WB n'était pas remboursé. Bon. Deuxième question, il semblerait, alors je viens sur le sujet de la recherche, que l'Agence nationale de la recherche française finance des essais, alors cette fois-ci sur des tests cutanés.
pour la détection donc, de la Borrelia. Quel est l'état de la recherche en la matière? Existe-t-il d'autres recherches en France ou à l'étranger sur la mise au point de tests de dépistage plus fiables et plus sensibles? Troisième question. Compte tenu, donc, on a bien compris, des insuffisances des tests sérologiques actuels et de la possibilité qu'un érythème migrant n'apparaisse pas en dépit d'une infection, ne pensez-vous pas que la priorité doit rester la sensibilisation des médecins, alors je pense bien sûr en particulier aux médecins généralistes, aux indices cliniques de Lyme, même en cas de sérologie négative? À cet égard, êtes-vous satisfait des tableaux cliniques qui sont proposés par la recommandation de la Haute Autorité de Santé? Merci, Madame Grelet-Certenay. Merci, Monsieur le Président. Alors rapidement, effectivement, puisque là encore des questions, pas mal de choses ont été abordées. Je m'interrogeais plus particulièrement sur la spécificité, sur la complexité des difficultés que vous décrivez en matière de traitement, de dépistage, de controverses, etc. Et donc, est-ce que c'est une spécificité française? Bon, vous avez décrit effectivement des choses concernant des recherches qui étaient faites dans les autres pays. Manifestement, l'Allemagne serait plus en avance aussi que nous sur le traitement, le dépistage, etc. Donc c'était une de mes questions, une réflexion. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Sur donc le coût, vous avez répondu 5 millions d'euros. Est-ce que la sécurité sociale refuse bien souvent de prendre en charge des soins? Donc effectivement, pourquoi est-ce qu'on a toujours ce déni là encore? Et puis s'agissant des ARS, est-ce que des actions, à votre connaissance, est-ce que des actions de prévention sont prévues via des recueils, par exemple? C'était une de mes questions également. Est-ce que vous avez une cartographie détaillée, département par département, des zones contaminées par les tiques porteuses de la maladie? Merci de vos réponses. Madame Guillotin. Oui, merci en tout cas pour les précisions et la clarté, des débats, même si on a bien compris qu'il y avait beaucoup de zones de discordance en tout cas. J'ai quelques questions très précises, mais Corinne Imbert l'a posée. C'était effectivement sur la pertinence du remboursement en première intention du Western Bloc à partir du moment où on sait que le test ELISA était pas un test ni sensible, donc voilà. Est-ce que c'est un problème de remboursement de sécu ou est-ce que médicalement il n'y aurait pas un intérêt plus grand en fait à le mettre en remboursement en première intention? La deuxième question était sur est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir pour pouvoir dépister au niveau sanguin par de nouveaux tests les nouvelles espèces, enfin les espèces de Borrelia qui pourraient être éventuellement source de pathologie, puisque là, si j'ai bien compris, il n'y aurait qu'une souche qui puisse être en ce moment dépistée de manière clinique en tout cas. On voit qu'il y a deux catégories de patients. Je voudrais prendre la première catégorie, les symptomatiques avec anticorps positifs qui sont classés d'office visiblement comme des patients malades. Or, je pense qu'il y a dans cette catégorie-là des patients non malades qui peuvent présenter des symptômes cliniques avec des anticorps positifs mais ne pas être des patients malades. Donc je pense qu'ils sont traités systématiquement ou pas, c'est la question que je pose. Et s'ils le sont et qu'il y a un échec au traitement, qu'est-ce qu'on fait de cette cohorte-là et de ce petit pourcentage de patients, combien ils sont, est-ce qu'ils sont nombreux? Et dans le cas inverse, les patients symptomatiques du coup et anticorps négatifs, est-ce qu'ils représentent une grosse partie? Vous avez dit qu'ils étaient suivis dans une cohorte pluridisciplinaire. Est-ce qu'ils sont suivis sur un temps long? Est-ce que c'est méthodologique? Est-ce qu'il y a des sorties positives sur pathologie dermatologique diagnostiquée, pathologie neurologique autre, voilà. Et enfin, dernière question, c'est concernant les formes, ce que certains appellent donc des formes chroniques. Quelle est la définition exacte de la forme chronique et est-ce que ce ne sont pas tout simplement des formes tardives, compliquées, non diagnostiquées? Et enfin, concernant la recherche fondamentale, un point, est-ce qu'il y a une recherche fondamentale sur l'environnement? C'est-à-dire, on parle de la prévention sur l'humain. Est-ce qu'il y a des possibilités aujourd'hui de traiter l'environnement, que ce soit les jardins ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a une recherche qui est faite sur les environnements et les zones où on retrouve beaucoup de tiques sur certains territoires? Merci. Monsieur Chassin. T'as pas de son. Oui, merci au professeur qui
nous ont fait l'exposé. Donc les questions que je voulais poser ont été posées par Madame Guillotin concernant la généralisation au départ du Western Blot et puis Corinne Imbert. Donc ce qui est très clair, c'est que dans les phases primaires, bon, il y a l'érythème, donc là on fait un traitement, mais quel traitement? Puisque j'ai entendu le professeur Trottmann qui a dit que il fallait traiter peut-être beaucoup plus longtemps. Moi, je pensais qu'il fallait traiter 15 jours avec 3 grammes d'amoxicilline. Enfin, bref. En ce qui concerne la phase secondaire et tertiaire, bien sûr que la prise en charge pluridisciplinaire paraît tout à fait favorable pour le patient, avec la biologie, la clinique, l'expérience aussi des différents praticiens. Parce que souvent, lorsque on envoie des personnes en consultation neurologie après rhumatologie, on peut avoir effectivement, même si c'est pas 6 mois, parce qu'en insistant, on peut peut-être arriver en 1 semaine, mais avoir des avis différents. Et enfin, la question que je voulais poser, et qui va peut-être m'attirer des foudres, c'est lorsque on voit en colonie de vacances des enfants, notamment dans la région Limousin, où il y a énormément de tiques. Ils peuvent être piqués par plusieurs tiques. Et est-ce que la rougeur, est-ce qu'il y a 2 cm, 1 cm? Est-ce qu'on ne doit pas avoir une prescription d'antibiothérapie large dans ce cas-là? Je parle pour les enfants, les femmes enceintes. Bien sûr que ça va en contradiction avec ce qu'a dit le professeur Trottmann, puisque il semblerait que l'antibiothérapie va entraîner des problèmes de réaction immunitaire retardée et va diminuer les tests. Merci. Merci. Madame Puissa. Merci Monsieur le Président. Alors très rapidement, peut-être dernière question. Moi j'étais venue à ces tables rondes fortes d'un certain nombre de questions et j'avais même interrogé un certain nombre de personnes qui étaient concernées parce que comme l'a dit Madame Doineau, on est beaucoup interpellés sur cette maladie et j'avais prévu de parler du professeur Luc Montagnier et Madame Carzola, le docteur Carzola avait finalement répondu. Donc j'avais rangé ma question mais j'avais indiqué aux personnes qui voulaient poser cette question qu'on était retransmis en direct, qu'elles pouvaient regarder sur le site Public Sénat cette intervention. Et lorsque Madame Carzola parlait, la même personne qui m'avait demandé de poser la question disait « ce qu'elle dit est faux ». Donc, pour revenir sur ce que vous indiquiez, Monsieur Trottmann, et sur les controverses, parce que finalement, quand vous énoncez le fait qu'un certain nombre de personnes énoncent un certain nombre de contre-vérités et que vous leur en vouliez beaucoup, une fois qu'on s'est dit ça, on n'a finalement pas dit grand-chose. Donc, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir, de la part des parlementaires que nous sommes, sur ce qui peut concerner les fausses informations, un certain nombre de textes de loi ou d'appuis qui puissent vous aider sur un certain nombre de vérités en la matière ? Madame Jasmin. Merci, Monsieur le Président. J'ai évoqué dans la table ronde juste avant les problématiques qui étaient liées d'une part au diagnostic, mais aussi au diagnostic clinique et aussi aux signes cliniques. Et là, je me pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une étude comparative entre les différents tests existants? Pourquoi? Parce que dans les établissements publics de santé, pour faire ces tests, ils sont contraints de faire des marchés publics. Or, il n'y a pas d'éléments de comparaison. La plupart du temps, les critères ne tiennent pas compte de la pertinence du test. Et on a, évidemment, vous l'avez dit, beaucoup de faux négatifs. On pourrait aussi avoir des réactions croisées pour des faux positifs. Et concernant les signes cliniques, nous avons connu, par exemple, récemment, enfin, il y a quelques années quand même, les problématiques de chikungunya. Et quand on regarde les signes cliniques, ce sont les mêmes et ce n'est pas spécifique à la maladie de Lyme non plus. Donc là, il faudrait peut-être que les laboratoires qui font l'examen, la plupart, on va ensuite dans les centres de référence, c'est vrai, mais aient la possibilité de proposer des tests pertinents pour aider au diagnostic en tout cas. Merci. Et enfin, Monsieur Arnel. Oui, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour vous remercier toutes et toutes pour vos interventions, vos informations et parfois vos questionnements également sur cette maladie de Lyme.
Je voudrais pour ma part préciser une mention particulière pour le biologiste qui a mis l'accent sur les difficultés d'aide au diagnostic. Et plusieurs de mes collègues ont parlé, ou même des chercheurs et des professionnels, des faux positifs, des faux négatifs. Et tout à l'heure, Madame Imbert et puis ma collègue Véronique disaient, est-ce que ce n'était pas une possibilité d'étendre tout de suite le Western blot au test négatif. Mais si on généralise ça, ça voudrait dire aussi que pour l'ensemble des autres maladies, on fasse la même chose. Alors, quid du dérapage. Mais ce que je voudrais dire par cela, c'est que personne n'a parlé de ce que nous appelons, je ne sais pas si le terme est approprié pour la maladie de Lyme, de la durée d'incubation. À quel moment faut-il faire le test pour qu'il soit efficace, ou en tout cas qu'il réponde à la demande. Et puis, d'autre part, au risque de me tromper, mais il me semble rare d'avoir eu autant de divergences entre professionnels sur un tel sujet. J'ai entendu des mots très forts à l'égard de certains chercheurs. Et puis, c'est pour moi la preuve que tout n'a pas encore été élucidé sur la maladie, hein, et qu'il reste encore du chemin à parcourir. Alors, chez moi, on a tendance à dire, et je voudrais m'en faire mienne pour une forme de conclusion sur mes questions, c'est pourquoi autant de divergences entre professionnels? Et puis, dans une histoire, il y a toujours non pas 2 versions, mais 3. Ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre, et il y a la vérité. Je voudrais savoir si effectivement la maladie de Lyme est une pure invention, et où se situe la vérité pour le patient. Merci. Donc je vais vous laisser la parole les uns après les autres jusqu'à 13h. Aucun autre sénateur ne prendra la parole. Et pour revenir un petit peu sur M. Arnel, je vous rappelle une phrase de Clémenceau qui disait que lorsqu'il y a 3 Français autour d'une table, il y a au moins 2 partis politiques. Professeur, on commence par vous. Merci. Alors, bon, il y a beaucoup de questions. On s'attendait à ça parce que c'est un sujet qui justifie d'ailleurs toujours de nombreuses questions, parce que au-delà des divergences, il faut le reconnaître, dans cette pathologie, un certain nombre d'inconnus. Où est la vérité sur la maladie de Lyme? En tout cas, je crois que personne autour de cette table n'a nié l'existence de la maladie de Lyme. Le périmètre sur lequel on met ce nom peut être différent entre les maladies vectorielles lactiques, certaines d'entre elles, une d'entre elles due à un agent pathogène particulier. Il peut y avoir sur le périmètre effectivement des divergences. Je reviendrai après sur le problème du diagnostic et de la sérologie. Mais je crois que ça, au moins sur la maladie de Lyme, tout à chacun s'entend à reconnaître qu'il existe effectivement des signes en lien, en tout cas, avec Borrelia burgdorferi, et qu'un traitement, alors pour là encore voir que le traitement n'est pas forcément univoque, mais qu'un traitement peut être proposé. Alors ceci amène à la problématique de la sérologie et du diagnostic, sur lequel les questions ont été plus que nombreuses, puisque je dirais, vous avez parlé du Western blot, de la PCR, du sang, du LCR, des tests urinaires, des bactériophages, des QTPS, des autotests. Je serais incapable, d'une part, dans le temps qui m'est imparti, de répondre à chacune d'entre elles, et d'autre part, je reconnais qu'étant clinicien, et ce n'est pas forcément moi qui suis le plus légitime à répondre à ces questions biologiques. Je redis simplement la vision du clinicien que je suis, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tests qui sont... Répondre, je sais que vous auditionnerez l'ANSM plus tard. Il y a des tests qui sont aujourd'hui reconnus, en tout cas en France. Pas non plus encore à moi de discuter des modalités de cette reconnaissance, mais en tout cas qui sont reconnus. Et pour répondre à une de vos questions, madame, les tests que nous utilisons en particulier à l'hôpital sont des tests estampillés. À juste titre ou pas, c'est une autre question, mais en tout cas, voilà. Donc on a en tout cas une certaine reproductibilité dans la mesure où les tests qu'on utilise sont des tests qui bénéficient de cette même estampille et amènent à la même chose, avec la réserve que
Ce qu'on cherche, je le redis, c'est Borrelia burgdorferi et pas forcément d'autres pathogènes. Après, sur les autres tests, alors est-ce qu'il vaut mieux faire le sang, le LCR? Le LCR, il y a une place tout à fait particulière, mais seulement s'il y a des formes neurologiques. On peut faire du prélèvement sur liquide articulaire, on peut, en fonction des situations, faire ou ne pas faire. Pour les autres tests que vous avez évoqués, je dirais simplement, là, en tant qu'utilisateur et que clinicien, aujourd'hui, je ne dispose pas, moi, dans ma pratique, d'une validation qui justifie que je les utilise en premier lieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y réfléchir en termes de recherche, et la recherche doit nous permettre de les positionner, mais pour autant aujourd'hui, dans ma prise en compte du patient, dans son entièreté et au vu de ce que sont les recommandations et les connaissances actuelles, il est vrai que je n'ai recours qu'aux tests qui sont recommandés et validés. Ça peut être aussi l'objet, bien sûr, d'une discussion. Dépistage plus large que simplement Borrelia, je pense qu'on en a discuté, et c'est un sujet en soi que de savoir ce qu'on va dépister. Mais là encore, avec un bémol en tout cas de ma part, c'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver, y compris chez des patients, si on cherche plus largement, des anticorps contre d'autres pathogènes éventuellement transmis par les tiques. Pour autant, sont-ils responsables d'une symptomatologie, et si oui, laquelle? Et après, justifie-t-il un traitement qui est le même? S'ils sont bactériens, on peut s'interroger sur la place des mêmes antibiotiques, mais dès lors qu'ils sont viraux, très clairement, on est dans un autre sujet. Donc, je pense qu'il faut faire tout ça pas à pas pour éviter d'avoir des prises de décision ou des généralisations qui n'auraient pas forcément de sens, y compris pour le patient. Forme chronique ou tardive, pareil, je ne veux pas relancer la politique. Pour moi, très clairement, on parle de forme tardive ou de découverte tardive. Je suis d'accord que je ne suis pas d'accord avec vous, il n'y a pas de souci sur le sujet, mais la chronicité de la pathologie ne m'apparaît pas aujourd'hui comme une réalité établie, même si certaines publications disent blanc, d'autres disent noir, peut-être, mais en tout cas, moi, dans l'état actuel des choses, je n'ai pas, en tout cas, acquis cette conviction. A été discutée en particulier la problématique des patients qui présentent des anticorps, qui présentent des signes cliniques, et de se dire, est-ce que si on a à la fois des anticorps et des signes cliniques, systématiquement, c'est un Lyme et rien d'autre? Je dirais bien sûr que non. Bien sûr que non. Dans l'ensemble du faisceau de signes cliniques qu'on prend en compte, ça peut orienter dans différentes hypothèses épidémiologiques, enfin, étiologiques dans lesquelles est la maladie de Lyme. La présence d'anticorps permet de retenir, entre autres, ces hypothèses, mais n'emporte pas la décision du médecin qui peut se retrouver confronté à d'autres décisions thérapeutiques, puisqu'effectivement, une fois qu'on a été en contact, les anticorps sont là, les anticorps persistent, même si on développe par ailleurs d'autres pathologies intercurrentes qui n'ont strictement rien à voir. Elisa, vous avez posé la question un petit peu plus généralement de savoir quel est le bon moment pour faire le test. Pareil, je raisonnerai dans le sens inverse, c'est-à-dire que sur une forme cutanée, il n'y a pas besoin du test et il n'y a aucun intérêt à faire le test. Par contre, chez quelqu'un qui se présente avec des symptômes dont je considère qu'ils peuvent être liés à une maladie de Lyme, qui déjà n'est plus en phase primaire mais a évolué depuis un certain temps, dans ces conditions-là, on est forcément à distance de la piqûre qui a transmis, et les études qui ont pu être faites, mais qui là encore seront peut-être discutées, mais les méta-analyses qui ont été publiées en particulier, tentent à montrer que dans ces cas-là, la sérologie ELISA n'est pas prise en défaut. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elle signe le diagnostic, mais le taux de faux négatif qui nous est annoncé, je ne partage pas ce chiffre. Ensuite, vous avez parlé de formation et de sensibilisation des médecins généralistes. Je dirais à la fois ce que j'ai déjà dit, c'est dans la formation initiale. Il y a un certain nombre de formations et si vous allez au bout des choses, vous constaterez qu'aujourd'hui, y compris dans ce qu'on appelle les formations médicales continues, les EPU, etc., vous avez des formations consacrées à la maladie de Lyme qui font en général ça le comble. Il n'y a pas de souci, c'est un sujet qui intéresse, mais là encore, selon le discours qui y est porté, l'information qui est délivrée n'est pas forcément la même. Alors on a un organisme en France qui est l'Agence nationale du DPC, mais on a des formations qui sont vraiment avec des contenus très très différents et qui sont estampillés l'une comme l'autre. Là, il y a peut-être une interrogation à avoir, mais tant que, entre guillemets, la vérité n'est pas admise par tous, c'est plus compliqué. Mais il y a des formations, et il y a des formations dont les contenus peuvent apparaître très différents. Un point sur l'Allemagne. Vous avez parlé de l'Allemagne. C'est pareil, je ne suis pas très loin de l'Allemagne, frontalier de l'Allemagne. Quand on regarde les recommandations allemandes faites par la Société d'infectiologie allemande, elles ne sont pas différentes des recommandations françaises. Pour autant, en Allemagne, certains utilisent des tests particuliers. Comme en France, certains utilisent des tests particuliers. Et je dirais que là, il y a un effet loupe. C'est-à-dire que quand on cite l'Allemagne, on cite
les endroits où, ce qui n'est pas forcément la majorité de ce qui se passe en Allemagne, qui pour moi a une vision qui n'est pas différente de celle qu'on a en France globalement. Je ne veux pas dire que certains praticiens n'aient pas, comme en France, une vision différente, mais en tout cas la vision globale est la même. Pour ce qui est du refus de prise en charge par la sécurité sociale, je n'ai pas l'impression que ce soit un sujet, mais dans mon quotidien en tout cas. C'est-à-dire que je ne suis pas limité quand je prends en charge des patients, je respecte entre guillemets les séquences telles qu'elles sont programmées, d'avoir des patients qui se trouvent confrontés, dans le cadre de la prise en charge répondant aux recommandations, à des difficultés de recommandation. Les actions ARS, en tout cas pareil dans l'Est, l'ARS qui a été Lorraine, Alsacienne, Champardonnaise, aujourd'hui Grand Est, organise régulièrement des formations, qui n'empêche pas qu'il y ait d'autres formations qui aient lieu en parallèle. Pour l'épidémiologie, pareil, je ne vais peut-être pas pouvoir tout détailler, mais on a des cartographies. Hein, je pense que ça vous a été présenté dans la présentation précédente par nos collègues de l'Agence nationale de santé publique. Voilà, on a des choses à la fois en interne à la France et au niveau européen. Que peut-on faire sur l'environnement ? Je dirais que c'est peut-être aujourd'hui un des parents pauvres. Hein, ce n'est pas un élément sur lequel il y a eu le plus de débats sur la façon dont on peut lutter. C'est la lutte antivectorielle, la lutte contre les tiques, je suppose, que vous évoquiez par là, comme ça a pu exister en termes de réflexion dans le domaine du paludisme. Je pense qu'à ce niveau-là, je ne sais pas si c'est une bonne solution sur le plan écologique par ailleurs, mais je ne pense pas qu'on ait forcément beaucoup avancé dans ce domaine-là. Et puis, j'en finirai juste sur l'antibiothérapie, où vous avez parlé de ces enfants qui peuvent se retrouver, je crois que c'est vous, dans le Limousin, où ils peuvent être piqués de façon pluriquotidienne par des tiques dont on sait qu'elles sont porteuses. Faut-il ou non mettre une antibiothérapie systématique ? Là encore, une vision. Le rapport risque-bénéfice de ces antibiothérapies qui, au-delà de l'intolérance immédiate par le patient, pose quand même des questions de pression de sélection et d'écologie, ne nous semble pas justifier d'antibiothérapie systématique, mais au contraire d'une bonne connaissance du médecin et des personnes qui entourent les enfants, de façon à rechercher tout signe éventuel d'un premier érythème chronique, d'érythème migrant, et d'à ce moment-là, pouvoir proposer une prise en charge adaptée. Je vais m'arrêter là. Merci. Je vais juste répondre à quelques questions. Pardon. Premièrement, vous avez vu que chacun est persuadé qu'il détient la vérité, c'est assez clair. Donc ça ne va pas être facile d'évoluer. Pourtant, la médecine, c'est une discipline qui évolue. C'est une discipline qui évolue beaucoup. Certaines pathologies, je vous dirais, moi j'ai appris pendant mes études médicales, certaines choses sur certaines pathologies qui ont beaucoup évolué, aussi bien sur leur cause que sur leur traitement. Donc il faut admettre aussi que dans ce domaine, on est dans un domaine mouvant qui va évoluer. Quand vous demandez s'il y a un délai, bien sûr, sur les tests, le premier, le test ELISA, il y a un délai, pour une raison toute simple, c'est qu'en réalité, on ne teste pas l'intrusion de la bactérie dans l'organisme, mais la réaction de l'organisme qui va fabriquer des anticorps contre cette bactérie. Donc il y a un délai minimum de on va dire une quinzaine de jours avant de voir positiver, apparaître des anticorps, donc positiver des tests comme le test ELISA, dans le meilleur des cas. Bien sûr. Donc faire une sérologie trop immédiatement après une infection primaire, ce sera négatif, c'est inutile, négatif, et ça risque d'être interprété comme un résultat négatif. Donc ce n'est pas une bonne chose. Par contre, il n'est pas évident qu'on ait toujours notion de la date de l'infection primaire. Ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure. Donc ce qu'on fait habituellement, c'est de faire des tests dosés des anticorps, deux types d'anticorps qui ont une cinétique différente dans la production à la suite d'une infection. On parle d'IgM, qui sont des anticorps de production rapide, mais qui ne sont pas très spécifiques en réalité, et d'IgG qui sont des anticorps plus standards, apparition un tout petit peu plus tardive, mais avec une durée de production beaucoup plus longue. Et en faisant ces deux dosages, on va avoir possiblement une capacité d'évaluer, je dirais, le début de la maladie ou de l'infection. Bon, ça c'est une chose. Il est certain qu'il ne faut pas le faire trop tôt. Je vais répondre à quoi ? Oui. Pourquoi ne pas faire un western blot ou un immunoblot systématiquement en même temps qu'un test ELISA ? Je dis pourquoi pas. Je dis au vu du coût social et même économique de ce que représentent tous ces cas qui posent problème de diagnostic, même de tout ce que ça coûte à la sécurité sociale, soyons clairs. Faire un test ELISA
Et un test, une immunoblot ou un western blot, si vous voulez, bien construit, ça coûte très peu cher. On peut même aller plus loin. On peut faire des techniques de PCR, de détection de l'ADN bactérien, d'amplification, comme c'était évoqué tout à l'heure. Et aujourd'hui, ça coûte pas très cher non plus. Ça coûte très peu cher en réalité. Et ça coûte sûrement peanuts à côté de ce que coûte la prise en charge de problématiques. Le western blot, il a l'avantage, c'est la même chose. Vous détectez les anticorps sériques d'un individu à la suite d'une infection, mais au lieu d'avoir un spot, un seul endroit où ces anticorps vont se fixer, on va étaler différents anticorps préétablis, pré-ciblés sur un support qui est une bandelette, et on va faire réagir dessus les sérums qui vont aller déposer, je dirais, les anticorps s'ils en ont plus spécifiquement sur un endroit, une bande ou une autre. L'avantage, c'est qu'on peut tester de la sorte plusieurs souches bactériennes. On peut tester de la sorte des protéines qui sont issues des différentes souches de Borrelia, par exemple, de Borrelia. Et c'est pas plus compliqué et c'est pas plus cher. Et je vois franchement pas pourquoi ce test n'est pas en même temps pris en charge. Il est pris en charge si l'ELISA est positif, il n'est pas pris en charge si l'ELISA est négatif. C'est vraiment de l'économie, c'est des bouts de chandelle, hein, je veux dire. Ça c'est clair, il faut le faire. Quelle question d'autre sur la biologie? C'est le professeur qui a moins parlé, quand même. Oui, c'est pour ça que j'ai un temps de parole. Absolument. La PCR, c'est pareil. La PCR, c'était une technique qui était sophistiquée en 2004 ou 2005, ont été mis en place ces vieilles recommandations. Aujourd'hui, c'est d'une banalité affligeante, c'est routinier. Ça coûte même le séquençage de séquences assez complètes pour tester à la fois l'espèce de bactérienne, si c'est Borrelia, la souche, ou éventuellement un autre contaminant. Alors il faut bien comprendre que quand on a un résultat comme ça, on a un résultat biologique qui ne répond qu'à la question posée, je l'ai dit. C'est-à-dire que pour autant, vous pouvez détecter la présence d'anticorps contre telle souche bactérienne, ça ne veut pas dire que vous avez pour autant la maladie. Ça a été évoqué, ça aussi. Hein. Un test, alors quand vous dites, il y a une chose qui me surprend aussi, ou qui m'a toujours surpris, c'est que cette maladie, on va en établir un dépistage, à défaut d'un diagnostic, sur un seul test. C'est pas fréquent, ça, de dépister ou une maladie avec un seul test, avec un coup près comme ça, et on dit c'est plus, et on peut continuer à faire des analyses, c'est moins, et on n'en parle plus. Je ne connais pas une seule pathologie dans laquelle, finalement, on n'ait pas plusieurs tests biologiques, plusieurs explorations biologiques, pour voir en quoi se constitue cette pathologie et comment il va évoluer. Voilà. Et puis je dis, on ne fait pas un diagnostic, et je vais laisser la parole parce qu'il y a des gens qui s'impatientent, on ne fait pas, sans doute pour donner leur vérité aussi, on ne fait pas un diagnostic sur un seul test, un diagnostic médical, j'entends bien, sur un seul test biologique. C'est de l'orientation, il y a la clinique bien sûr, évidemment, et puis il y a éventuellement d'autres analyses biologiques, et puis il y a l'évolution, et puis il faut savoir ce qu'on cherche encore. Hein. Si on fait une infectiologie primaire, on cherche l'intrusion d'une bactérie et son développement, en réalité on est très souvent dans l'étape, je dis, autre, qui est de tester la réaction de l'organisme, qui est peut-être celle qui est le plus pathogène, notamment dans les formes cliniques. C'est pour ça que dans les formes chroniques. C'est pour ça que dans les formes chroniques, rechercher à tout prix l'agent infectieux initial, c'est un petit peu illusoire. On teste beaucoup plus en réalité les réactions de l'organisme et les personnalités, les particularités des organismes qui vont orienter vers une infection chronique, parce que tout le monde ne va pas faire une forme chronique d'une pathologie. Et on commence seulement à connaître, mais il faudrait vraiment le chercher un petit peu plus, des études de personnalité génétique, des facteurs de prédisposition génétique, à développer un petit peu un système immunitaire qui va se comporter de façon quelquefois abusive comme ça et qui va donner certaines pathologies. Un système immunitaire qui se développe de façon un petit peu abusive, ça peut aller aussi jusqu'à des problèmes d'auto-immunité, fabriquer des anticorps qui vont éventuellement se retourner contre certains constituants de l'organisme. C'est pour ça que les marges pathologiques entre des maladies chroniques comme la maladie de Lyme chronique et certains processus auto-immuns sont quelquefois très flous et en tout cas ne sont pas du tout étudiés ou pas du tout assez étudiés en tout cas. Voilà, merci. Merci bien. Merci. Merci, je vais essayer d'être court. Ma vérité est la même que celle de mon voisin. J'espère que c'est la vérité scientifique. La vérité du moment. Du moment. Un mot rapidement sur quelques questions techniques. Western blot, optimisé, etc. Yves en a parlé.
Oui, ça devrait être mis en première ligne au même titre que les autres. Il y a une idée qui traîne que c'est moins sensible. Ça peut être optimisé d'une sensibilité 100 à 1000 fois, très simplement par ce qu'on appelle la chimioluminescence, qui malheureusement n'est pas présent dans les tests commerciaux actuels. Donc un test Western blot bien traité est extrêmement sensible, extrêmement révélateur. PCR, j'en parlerai pas. Nanotrap, c'est quelque chose qui est apparu en 2017 venant des États-Unis sur les urines. C'est tout neuf, je pense qu'il n'y a pas le recul nécessaire, mais effectivement, tout le monde en dit que du bien. Les tests de transformation lymphocytaire, les LTT, ça a été discuté en long, en large à la Haute Autorité de Santé. Ça n'a pas été retenu comme fiable, pas plus que les autotests. Quelqu'un a mentionné parmi vous un test russe, je crois, de bioénergétique. Bon, là je vais faire court, on est dans la pensée magique. Hein. Il en va de même pour ce que préconisent certains sites allemands très célèbres où les gens vont faire des déplacements qui leur coûtent des milliers et des milliers d'euros. On n'est pas très loin de la pensée magique aussi. Je pense qu'il y a des spécialistes en France qui évitent le déplacement et les frais d'hébergement onéreux de certaines cliniques allemandes. Je dis carrément, on peut trouver ça. Refus de soins de prise en charge par la Sécu, effectivement, c'est pas le cas. Sauf que, un point, dans les co-infectants parmi les plus fréquents, enfin ça se discute, il y a la Babesia. Et par un tour de passe-passe que je ne commenterai pas, le diagnostic Babesia a été déremboursé ou est déremboursé depuis une petite année. Il faut rembourser le diagnostic Babesia. Il faut le re-rembourser. Il n'y a pas de raison. Alors c'est peut-être pas très fréquent, on dit la Babesia tout seul n'existe pas, patati patata. Il y a des formes chroniques qui émergent. Je discutais avec l'école vétérinaire de Nantes il y a 2 jours, ou avant-hier, ou hier. Ils ont des nouvelles Babesia pathogènes qui marchent toutes seules. Donc il faut vraiment Babesia soit pris en charge par la Sécu au niveau du test. Babesia, il ne faut pas oublier, chez l'animal, c'est la pyroplasmose. C'est une pathologie qui existe. Voilà. Des gens qui sont séropositifs, pas malades, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas les traiter. Et là, je crois que ça rejoint ce que disait Yves. On a certainement une composante génétique énorme sous ça. C'est-à-dire que vous avez des gens qui se débarrassent très facilement de la maladie, qui sont séropositifs, qui font une bonne réponse, même sans antibiotiques, c'est réglé, qui ne seront jamais malades. Et inversement, vous avez des gens qui ne voient pas la bactérie et qui vont sombrer au fil des années dans la maladie que j'appelle chronique. Et suivant la loterie de la génétique, vous êtes dans un cas ou dans l'autre, ce qui explique que certaines familles ont un nombre important de patients chroniques et d'autres sont multipliés et sont parfaitement en bonne santé. Un dernier point, puis j'arrête. L'écologie. Je crois que l'écologie a été financée pas mal dans les années 2014-2015. Les gamins en colonie de vacances, je ne sais pas, mais je vous donne quand même un chiffre qui est sorti en septembre dernier. 30% des nouveaux infectés sont des infections qui ont lieu dans les jardins. Donc les gamins, voilà. Juste un mot sur l'écologie, il y a quand même il y a des populations comme les forestiers, les randonneurs qui sont très intéressés par ces problématiques-là. L'INRA s'intéresse beaucoup à l'étude quand même des maladies de Lyme. Ouais, et c'est quand même de plus en plus pris en compte et étudié. Alors moi, je ne détiens pas la vérité sur la maladie de Lyme, et je pense que personne ne la détient. Tout ce que je revendique, c'est l'importance de la méthode scientifique, c'est-à-dire d'une part que quand on avance des nouveaux résultats, on le fait de façon rigoureuse, dans des conditions qui peuvent être produites par d'autres, et au moment de la publication, c'est vérifié par d'autres qu'on n'a pas raconté n'importe quoi. Deuxièmement, quand on fait une revue, on tient compte de tous les résultats disponibles, on ne sélectionne pas ceux qui nous intéressent. Donc je crois à la puissance de la méthode scientifique et je la respecte, mais je sais très bien que c'est une question trop complexe, maladie de Lyme, pour qu'on puisse dire actuellement il y a une vérité, il n'y en a pas, en tout cas moi je n'en ai pas. Alors, je me suis aperçu qu'à propos des antibiotiques, Monsieur Chassin, j'ai dû dire quelque chose qui était mal compris, donc merci de votre question, ça me permet de rectifier. Au moment où on vient d'être infecté, on sait qu'il y a un érythème migrant ou un truc comme ça, le traitement qui est recommandé, qui est de 1 ou 2 semaines, c'est le traitement approprié. Et en général, son efficacité est totale, quand on agit tout de suite. Ce que j'ai dit sur les traitements de longue durée concerne les formes tardives.
Et donc là, je m'adresse à M. Rabault. Moi, je n'ai pas la religion du terme maladie chronique ou plutôt que tardive. La sémantique ici, dans ce cas-là, ne m'intéresse pas. Tout ce que je dis, c'est que c'est sans doute des gens qui hébergent la bactérie depuis longtemps, qui ne s'en sont pas débarrassés. En général, d'ailleurs, ça ne donne pas une maladie chronique stable, mais des poussées, des disparitions, etc. Donc, bon, peu importe que ce soit chronique ou tardif, il y a des gens qui souffrent de la persistance d'une bactérie dans leur organisme. Concernant une question sur les autres pays, comment ça se passe, je ne sais plus qui l'avait posé. Bon, je prendrai juste l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, il y a des travaux de recherche d'une grande importance pour moi qui ont été faits, qui montrent par exemple que la doxycycline, qui est l'antibiotique le plus répandu, utilisé de façon la plus courante, il n'est pas le seul, pour le traitement, la doxycycline est efficace contre la forme spirochète de Borrelia, mais pas du tout contre la forme dormante. Donc ce papier qui date de 2014, et puis il y a eu des confirmations après, montre bien qu'à l'évidence, comme pour la tuberculose, il faut un cocktail d'antibiotiques pour viser les deux formes, peut-être deux, peut-être trois, ce qui n'est pas le traitement standard. Ce qui souligne une fois de plus l'importance qu'il y aurait à ce qu'il y ait de la recherche qui soit faite, pas seulement aux États-Unis, et j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a un tel blocage sur la possibilité de faire de la recherche en France sur ce sujet. Il y a actuellement, en ce qui concerne les tests et les traitements, sur les dernières années, sur les 10 dernières années, il y a eu un seul projet que j'ai vu passer, j'ai bien regardé, qui a été mentionné par je ne sais plus qui sur les tests cutanés. Effectivement, je l'ai repéré, celui-là. C'est un projet qui a été financé en 2016 et qui est mené par Nathalie Boulanger à Strasbourg, et qui disait que ce serait sans doute intéressant de voir si dans la peau de gens qui ont une forme chronique, on arrive à observer la présence de la bactérie. Donc ça a été annoncé en 2016. Cette équipe-là, dont je surveille la production, a sorti plusieurs papiers depuis, et aucun sur cette question. Donc je ne sais pas où ils en sont. Mais je suis d'accord avec l'idée que, en ce qui concerne les tests, il faille rechercher la bactérie directement, soit par PCR, donc son ADN, soit en microscopie, et ne pas se contenter de la sérologie. Ça serait très important. Ça ne sert à pas grand-chose de le regarder dans le sang, puisqu'on sait que la bactérie n'y est pas. Donc il faut trouver d'autres endroits où le prélever. Je pense que la peau est un bon endroit. Vous m'avez posé une question sur Luc Montagnier. Je pense que M. Montagnier fait exactement partie des gens lui, il a décidé de se situer en dehors de la science. Quand il a commencé à parler de la mémoire de l'eau, etc., depuis ce moment-là, il n'a plus fait une publication scientifique qui soit reconnue, validée par des pairs dans des journaux où il y a avec comité de revue, etc. C'est fini. Donc, il dit, je suis prix Nobel et je vous dis quelle est ma vérité, la vérité. Bon, d'autres gens le croient. Et moi, je dis, il a décidé d'être hors science. Il n'y a pas besoin de texte de loi. Hein. Pour moi, il est juste hors jeu. Ça ne m'intéresse plus ce qu'il déclare. Voilà, parce que la méthode scientifique, c'est qu'on dit aux autres scientifiques, vérifiez si ce que j'ai dit est correct. Lui, il dit non, je sais. Ça, c'est une méthode qui ne peut pas... Bon, il faut que ma voisine ait aussi un petit peu de temps pour répondre, donc j'arrête. Merci bien, c'est gentil. Alors, au risque d'être en désaccord avec mes collègues ici, je trouve que les outils actuels qu'on nous propose pour le diagnostic de la maladie de Lyme, si tant est qu'on parle que de maladie de Lyme, sont des outils qui sont performants quand on les applique à bon escient et dans la bonne forme clinique. Alors, on l'a dit, ça a été dit, la cinétique d'apparition des anticorps fait que il y a une période où on n'en a pas, donc nos sérologies sont négatives, mais on a la clinique qui nous aide. Et ensuite, dans les autres formes cliniques de Borrelia, on a différents outils à notre disposition. On a parlé de la sérologie, on a parlé de la PCR, qu'il faut là aussi interpréter prudemment. On a des anticorps positifs dans la sérologie, ça ne veut pas forcément dire qu'on est malade de borréliose de Lyme. On a une PCR positive,
ça ne veut pas dire non plus qu'on est malade de la borréliose de Lyme. Donc là aussi, il y a des limites dans l'interprétation de la PCR et cet outil-là, dépendant de là où on l'applique, le liquide céphalorachidien, le liquide articulaire, la peau, eh ben, elle a des performances très différentes et parfois moins bonnes que la sérologie. Donc voilà, on a un panel d'outils, on a aussi la synthèse intrathécale d'anticorps dans le LCR qui, quand on les combine et qu'on les applique aux différentes phases de la maladie, nous apportent des réponses. Et on sait, parce que M. Rabault vous l'a dit tout à l'heure, plus on avance dans le temps dans la maladie, plus les outils sont performants et on arrive même à dire qu'au bout d'un certain nombre d'années de signes d'évolution clinique, quand la sérologie reste négative, ma foi, peut-être que la question à se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas autre chose que la borréliose de Lyme pour expliquer les symptômes ? Donc ça, c'était ma première remarque. Ensuite, parfois, les textes diagnostiques, on les répète, mais parfois, on ne les répète pas. Alors, il y a beaucoup d'analogies qui ont été faites au VIH là, depuis le début de l'audition dans le dépistage. Et pour le coup, le vrai dépistage du VIH, puisque dans le Lyme, on ne dépiste pas vraiment parce qu'on a des gens malades. Donc, quelque part, ils ne sont pas asymptomatiques. Donc, on ne fait pas vraiment du dépistage. Je trouve que ce terme n'est pas le bon terme. Donc, dans le VIH, en revanche, on fait du dépistage chez des patients asymptomatiques à risque. Et en fonction de la date de la prise de risque, on interprète la sérologie. Et si la sérologie est négative et qu'il n'y a pas eu de risque pris dans les 1 mois ou plus large 3 mois précédents, eh ben, la sérologie négative est négative et il n'y a pas lieu de la répéter. En revanche, et c'est la même chose pour la maladie de Lyme, si on a une sérologie négative mais une exposition à risque récente ou des symptômes débutants qui nous font penser que peut-être c'est, eh ben, la conviction clinique l'emporte et on répète la sérologie et 4 semaines, 6 semaines plus tard, et là, si elle reste négative, au docteur de s'interroger sur quelle est l'autre hypothèse diagnostique qui pourrait expliquer. Si elle se positive, on prend en charge les patients de la façon recommandée. Alors, ça vient de sonner les cloches. Ensuite, juste un petit mot, mais parce que là non plus, je ne suis pas entomologiste, mais pour tout ce qui est de la prévention primaire, alors, l'environnement, je ne vais pas en parler, de ce que j'ai entendu, lu et communiqué avec les gens de l'INRA, il y a quand même beaucoup de réflexions qui se font au niveau des jardins effectivement, et des espaces publics aussi dans les villes, parce qu'effectivement, on rapporte des piqûres de tiques dans ces lieux-là, les jardins et les espaces publics où les enfants vont. Et donc, il commence à y avoir des réflexions et des travaux et des conseils. Alors, ce n'est pas des travaux scientifiques, mais des conseils proposés pour l'entretien des jardins notamment, les jardins qui sont en bordure de forêt, puisqu'on sait que la population des cervidés, les chevreuils, etc., sont des animaux qui permettent la multiplication des populations de tiques. Ce n'est pas des réservoirs stricto sensu, mais ils apportent les tiques dans les jardins. Donc, mettre des barrières, entretenir les herbes basses pour éviter effectivement que les tiques puissent monter, se mettre à l'affût et puis piquer les enfants notamment. Et puis aussi éviter, dégager les sols pour éviter qu'il y ait une litière favorable aux tiques qui vont souvent se remettre sur le sol parce qu'elles sont très sensibles à la dessiccation. Donc il y a déjà des propositions qui sont faites. Après, pas tout. Pour plus large sur l'environnement, aux États-Unis, il y a des recommandations pour l'utilisation de pesticides, etc., qui ne sont pas encore recommandées en France ou qui ne le seront pas. Il y a toute la problématique écologique qui est liée, sur laquelle je ne suis absolument pas compétente pour répondre. Et voilà pour cette audition au Sénat sur la maladie de Lyme. Les spécialistes de santé publique ont permis aux sénateurs de mieux connaître les caractéristiques de cette maladie qui se développe actuellement en France. La maladie de Lyme se transmet par les tiques et provoque des problèmes de peau, mais aussi des difficultés cardiaques ou neurologiques. Depuis 2009, le nombre de malades a doublé en France, passant à 50 000 cas. 3 départements en France sont les plus touchés, l'Alsace, la Lorraine et le Limousin. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsena.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.